Bonsoir à tous. Je vous remercie d'être venus ce soir pour cette conférence, donc reportée, donc attendue peut-être, je ne sais pas. Je m'excuse pour la dernière fois d'ailleurs, problème de conjonctivite, c'est toujours aussi compliqué de venir dans une salle en pleine lumière quand on a un œil en forme de poire. Je m'excuse encore pour ceux qui avaient prévu de venir et je vous remercie d'être là et de faire un effort à nouveau de vous inscrire. Alors, avec Ludovic, on a longtemps réfléchi au sujet et à la dénomination exacte du sujet. Ludovic avait proposé la Ve République est-elle morte, et je me suis dit que Sursis c'était préférable, pour des raisons que j'expliquerai un peu plus tard. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'actualité de ce point de vue-là est très riche, et pour un constitutionnaliste, je vous avoue que c'est presque érotisant, hein. Parce que il se passe beaucoup de choses, y compris des choses assez inédites dans le fonctionnement de nos institutions. Et donc, c'est très intéressant. On est en plein cœur de l'histoire nationale. C'est pas la première fois qu'il y a des problèmes institutionnels en France, c'est même une tradition. Donc, on n'échappe pas à la règle. Et donc, on va voir ce soir un peu... on va interroger, en fait, un point qui est régulier dans le débat public depuis, on va dire, 2024 réellement, même si ça commence avant, à savoir... Est-ce que la Ve République, qui est donc née en 1958, à la fin de l'année 1958, est à jeter et à remplacer? Est-ce qu'elle est déjà morte, et donc on est de facto passé dans autre chose, un peu comme c'est le cas en Italie? Ou est-ce que, au contraire, c'est pas véritablement les institutions de la Ve République qui sont mortes ou enterrées ou à enterrer, mais est-ce que c'est un contexte ou une structure interne à la Ve République politique qui s'est construite et qui est aujourd'hui morte? Alors vous l'avez vu, donc Emmanuel Macron on va refaire un peu l'historique. Emmanuel Macron est réélu en 2022, c'est pas 2017. Emmanuel Macron qui avait triomphé en 2017, en 2022 revient. Il est élu avec environ 18% des inscrits sur les listes électorales, ce qui déjà dénote d'un futur problème. Et ce problème va surgir très vite puisque le mois suivant, aux législatives, la coalition qui entoure Emmanuel Macron, ou qui le porte, puisque les partis sont devenus des écuries présidentielles, n'obtient pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, et c'est la première fois depuis 1962 qu'il n'y a pas de véritable majorité absolue à l'Assemblée nationale. On reviendra sur les différentes modalités rapidement de la majorité absolue, mais en tout cas, c'est la première fois depuis 1962 qu'il n'y en a plus, et ces 60 ans sont très importants, on va y revenir. En 2024, Emmanuel Macron décide de faire une Chirac et se plante, puisqu'il obtient, alors qu'il était en fait pas très loin de la majorité absolue, il y avait une vingtaine de députés qui lui manquaient. Aujourd'hui, il est tombé en dessous de 200, largement en dessous de 200. Donc la coalition qui s'est plus ou moins structurée autour de lui, même si aujourd'hui elle le revient complètement, est devenue minoritaire. Vraiment minoritaire, c'est même plus une majorité relative, c'est une minorité de fait. Et Emmanuel Macron se retrouve donc seul à l'Élysée et dans l'impossibilité de porter le moindre programme législatif. En tout cas, de pousser le moindre programme législatif. Sébastien Lecornu a été nommé 2 fois. On verra qu'il pourrait être nommé, il pourrait y avoir Sébastien Lecornu 1, 2 et peut-être même 0. On pourrait l'appeler Lecornu, peut-être ce sera devenu un neutrino politique. Parce qu'il y a une modalité potentielle où Sébastien Lecornu pourrait rester Premier ministre sans toujours l'être. On y reviendra tout à l'heure. Alors maintenant, quel avenir en fait nous réserve le cours de l'histoire d'ici 2027 et surtout passé 2027, puisqu'en réalité, il risque de ne pas se passer grand-chose entre ces 2 années, entre 2025 et 2027, sauf les municipales, mais elles sont pour bientôt. À part ça, il risque de ne pas se passer grand-chose, en tout cas c'est mon point de vue, je vous le dirai. Donc 2027 sera déterminant pour l'avenir du fonctionnement de la nomenclature de la Ve République. Je vais en venir au fait. D'abord, je vais vous expliquer rapidement comment je vais procéder. D'abord, on va définir ce que c'est que la Ve République, parce que c'est pas si évident que ça. De la définir en dehors à la fois du formalisme textuel et des lieux communs, parce que la Ve République souffre d'avoir beaucoup de lieux communs dans l'esprit des Français, ce qui à la fois a permis son dynamisme, puis qui aujourd'hui est un véritable poids sur le rapport qui pèse entre les Français et les institutions. Ensuite, on examinera, on fera un diagnostic de malade, on verra ce qui dysfonctionne dans la Ve République, qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui, et qui donc nécessite de trouver des solutions.
Et en troisième partie, mais justement, on abordera des solutions et juridiques et politiques, et je vous ferai un peu de politique prospective, et puis évidemment, il y aura une phase de questions à la fin, où on pourra échanger, puisque c'est toujours la partie, à mon sens, la plus intéressante. Commençons, définir la Ve République. Alors, définir la Ve République, c'est plus difficile que ça en a l'air, parce que si vous demandez à un étudiant de droit de définir ce qu'est la Ve République, il va vous dire que c'est la République qui découle de l'entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958, ce à quoi il a raison, mais une fois qu'il a dit ça, on n'a pas beaucoup avancé, parce qu'en réalité, il peut très bien se produire, ce qui s'est d'ailleurs produit à plusieurs reprises lors de la Ve République et qui se produit aujourd'hui, c'est que même sans changer de texte constitutionnel, on voit bien que la manière dont les institutions fonctionnent change. Je vais prendre un exemple tout de suite pour que vous ayez en tête tout le long de la conférence, c'est celui de la Troisième République. La Troisième République naît dans des circonstances mouvementées où on ne sait pas quelle nature va prendre le régime. Est-ce que ce sera une monarchie? Et avec quel roi? Est-ce que ce sera un empire? Peu probable, mais il y a encore des partisans de Bonaparte, puisque si l'empereur Napoléon III est mort en 1873, son fils est lui toujours vivant, bon, pas longtemps, il va rencontrer les Soult ensuite, mais il est encore vivant. Ou alors les partisans d'une république. Et en 1875, on fait voter 3 lois constitutionnelles, en février et en juillet, qui vont définir le nouveau régime et qui ont l'avantage de pouvoir s'adapter à une monarchie, constitutionnelle et parlementaire, ou à une république. Finalement, c'est la République qui l'emporte, à partir de 1878, la chute de Mac-Mahon, etc., je vous passe les détails. Pour autant, cette République qui devait être prévue pour une monarchie où le roi devait avoir un rôle, c'est-à-dire une monarchie qui n'était pas à l'anglaise, avait prévu des pouvoirs importants pour le chef de l'État, qui va devenir le président de la République. Sauf que dans les faits, le chef de l'État de la Troisième République n'aura aucun pouvoir, si ce n'est des pouvoirs d'arbitrage. Il va être ce qu'on appelle la mémoire de la République, parce qu'il reste plus longtemps que les gouvernements, mais c'est tout. Et c'est bien le gouvernement, et petit à petit l'institution du président du Conseil, qui n'existe pas dans les années 1870, qui naît vraiment dans les années 30 en fait, donc à la fin, c'est le président du Conseil, qui est donc le Premier ministre en fait, qui va être le personnage de la République. Maintenant que vous avez ça en tête, ce qui se produit à moindre échelle dans la Ve République, c'est la même chose. Parce que textuellement, la Ve République, c'est une république parlementaire. Le gouvernement a la main mise sur les forces armées et l'administration, il dirige la politique de la nation, il est responsable devant l'Assemblée nationale, la Chambre basse, comme tout régime parlementaire. Ce qui caractérise en premier lieu un régime parlementaire, c'est ça, c'est la responsabilité d'un gouvernement devant le Parlement, en l'occurrence au moins une des chambres. Ici c'est l'Assemblée nationale, sous la Troisième République c'était les deux, le Sénat et la Chambre des députés. Le président de la République a lui des pouvoirs propres, mais qui sont, dans le texte, en retrait par rapport à celui de la Troisième République. Il peut dissoudre, il peut convoquer les Français pour un référendum, ce qui est nouveau, puisque l'histoire institutionnelle française est traditionnellement hostile au référendum, qui est vu comme la marque du régime autoritaire, des 2 empereurs, surtout. Donc on déteste le référendum en France, traditionnellement. Il peut adresser un droit de message aux assemblées, il accrédite les ambassadeurs, bref. En fait, le président de la République, dans le texte, c'est un roi d'une monarchie parlementaire. Et c'était d'ailleurs pas vraiment voulu, puisque Michel Debré, qui est admirateur du régime britannique, veut un régime proche pour la France. Et en cela, dans le texte, il a assez largement remporté la bataille, puisque tout le monde n'est pas tout à fait d'accord. Il a fait des concessions à Guy Mollet et Édouard Fimelin sur 2 choses. D'abord, sur la rationalisation du parlementarisme. Alors ça, c'est très important. On dit de la Ve République qu'elle est rationalisée, c'est-à-dire qu'on a mis en place des procédures pour réglementer les rapports entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, pour éviter, en fait, une instabilité gouvernementale trop importante. L'idée, c'est de permettre au gouvernement de dompter l'Assemblée nationale, de la faire taire. C'est pas compliqué. Ces idées, elles viennent pas de nulle part, elles sont issues de la longue réflexion qui a eu lieu dans les années 20, 30, 40, 50 en France sur comment on change la République française pour qu'elle évite un nouveau désastre comme en 1940 et avant, comme en 1914, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais en fait, la Première Guerre mondiale a été un véritable coup de semonce pour la Troisième République qui ne s'en est jamais remise.
puisque la Chambre des députés a été très largement absente jusqu'en 1917, où elle a été complètement en retrait, et vous savez que Clémenceau a exercé une quasi-dictature à la romaine pendant la fin du mouvement. Donc, tout ça est bien dans les têtes, et il se trouve que, à Pétrograd, en Russie, donc, Saint-Pétersbourg, un homme nommé Boris Mirkin-Getsevitch, professeur de droit, commence à travailler sur ces questions institutionnelles parce que il veut que la Russie devienne une république à la française, parce qu'il est admirateur de la France. C'est vrai que ça a une importance. Il commence donc à enseigner à Pétrograd. En février 1917, il est super content parce qu'il se dit qu'enfin la République russe va naître et qu'on va pouvoir faire une république à la française. Sauf que vous savez très bien que ça ne se passe pas comme ça. Il est obligé de fuir l'URSS et il fuit en France. Il y restera jusqu'à la fin des années 30. En fait, il fuit même en zone libre en 1940. Il est de confession juive. Vous vous doutez qu'il ne reste pas sur le territoire national parce qu'il a l'occasion de se barrer et il part aux États-Unis. Sauf que Boris Mirkin-Getsevitch a travaillé sur la manière de rationaliser le Parlement et les rapports entre le gouvernement et le Parlement. Et il enseigne à l'Université de Paris. Aujourd'hui, à Assas. À l'époque, il n'y a qu'une seule université. Et il va infuser dans la pensée des juristes français, y compris quelqu'un comme René Cassin, par exemple, cette idée qu'on peut réformer les institutions en prévoyant d'organiser les rapports entre le gouvernement et le Parlement. Et c'est ce qui se passe dans la Ve République. La Ve République est le prototype parfait du régime parlementaire rationalisé. Le gouvernement, et j'insiste là-dessus parce qu'il y a beaucoup de commentateurs qui se trompent, aujourd'hui dans les médias, le gouvernement de la Ve République a les outils pour manipuler une Assemblée nationale où il n'a pas de majorité absolue. Et ça, c'est très important parce que pourquoi est-ce que Guy Mollet et Édouard Fimelin veulent ça? C'est parce que ce sont des hommes qui ont connu la Troisième République, ce sont des hommes de la Quatrième République, et donc ils ont l'habitude de l'absence de majorité. Pour eux, jamais la France n'aura de majorité absolue à l'Assemblée nationale. S'ils avaient parié, ils auraient perdu beaucoup d'argent. Mais ils ne le savent pas encore en 1958, lorsque les travaux qui portent sur cette nouvelle constitution commencent. Ils ont en tête ce qui s'est produit depuis 1875, c'est-à-dire pas de majorité absolue. Et donc aujourd'hui, Sébastien Lecornu n'a pas besoin de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il a besoin qu'on ne vote pas la censure. C'est tout. Et c'est ce qu'il fait, d'ailleurs. Et c'est ce qu'il fait de manière assez habile, puisqu'il y arrive. En tout cas pour l'instant. Et c'est même son seul et unique objectif. Il n'a pas besoin de majorité absolue. Il a juste besoin de ne pas être renversé. Donc il faut éviter que 289 députés votent pour la censure. Parce que ça fait partie du parlementarisme rationalisé. Je ne reviens pas dans les détails parce que c'est technique et ce serait chiant pour vous. Mais il faut, quand il y a une motion de censure qui est déposée à l'Assemblée nationale, on ne peut pas en déposer au Sénat, il faut que 289 députés votent pour la motion. Oui, nous voulons renverser le gouvernement. S'abstenir, c'est dire non. C'est d'ailleurs pour ça que les LR n'étaient pas présents lors du vote, c'était Louis septembre. Non, oui c'est ça. Non, Louis septembre c'est celle de Bayrou, c'était en octobre. C'est pour ça que les LR n'étaient pas présents. Comme ça, ils ne prenaient pas de risque. Ils se mouillaient pas, mais ils savaient que leur vote compterait pour un non, puisqu'il faut voter oui. Cette parenthèse refermée, vous comprenez bien que dans l'esprit des fondateurs de la Ve République, c'est-à-dire d'un côté les politiques, Charles de Gaulle, Michel Debré, Guy Mollet, Édouard Fimelin et d'autres, de l'autre les instruments techniques, le CCC, le Comité consultatif constitutionnel et le Conseil d'État, il y a trois objectifs. Assurer le maintien en toutes circonstances de l'autorité de l'État pour éviter un effondrement comme en juin 1940. Permettre au gouvernement de mener sa politique sans que l'Assemblée nationale ne vienne lui mettre des bâtons dans les roues. Et adapter la Ve République aux nouveautés juridiques de l'époque, notamment le contrôle de constitutionnalité, qui a longtemps été refusé en France. Il y avait un contrôle de constitutionnalité de chez Schein sous la Quatrième République, mais c'est tout. En fait, avant, on n'a jamais contrôlé la constitutionnalité des lois. Jamais, en France. On estimait que c'était au Parlement de le faire, en fait. Et d'ailleurs, ça a très bien fonctionné, hein. C'est ce qu'on appelle le légicentrisme. Pour autant, vous avez dû vous rendre compte que la Ve République ne fonctionne pas exactement comme je viens de vous le dire.
le président de la République n'est à l'évidence pas une Élisabeth II en costume de général. Ça ne nous échappe pas. Par ailleurs, vous avez pu remarquer également que une des prémices, qui présidait à la naissance de la Ve République était l'absence de majorité absolue. Or, ça va arriver très tôt, je vais y revenir, il va y avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Très tôt, et pendant 60 ans. Je voudrais revenir sur un point là-dessus, parce qu'on n'arrête pas d'en parler dans les médias, ils y vont tous. Il faut arrêter le spiritisme constitutionnel qui consiste à convoquer les esprits de la Constitution, les esprits des institutions, l'esprit de la Ve République en sortant la planche de Ouija pour invoquer des fantômes à chaque fois que quelque chose nous déplaît, parce que c'est ce qui se passe en 2024. Il faut nommer Lucie Castet à Matignon parce que c'est l'esprit de la Ve République. Aujourd'hui, Dominique de Villepin, je dois devenir président de la République parce que c'est l'esprit de la Ve République. À part les esprits des eaux tièdes, je vois pas trop ce qu'invoque Dominique de Villepin. Hein, mais il faut arrêter avec ce spiritisme constitutionnel. Un texte ne porte pas d'esprit. Sa naissance, en revanche, était animée par un esprit. Parce que vous savez d'où vient cette expression? En fait, elle vient d'une allocution, une conférence de presse, du général de Gaulle, le 31 janvier 1964, où, parmi d'autres questions, notamment de politique internationale, qui sont totalement obsolètes aujourd'hui, donc vous pouvez vous y intéresser à titre historique, et sinon à titre d'actualité, ça ne sert à rien. Par contre, je vous invite vraiment à aller voir ce que dit le général de Gaulle dans cette allocution le 31 janvier 1964, où effectivement, il parle de l'esprit qui a présidé à la naissance des institutions, et il reprend ce que je viens de vous dire, parce que je ne l'ai pas inventé, la stabilité de l'État, l'autorité de l'État, la stabilité, etc. Bon. C'est ça dans la tête du général de Gaulle, quand il parle de l'esprit qui a présidé à la naissance des institutions, c'est cet esprit-là dont il parle, c'est-à-dire les événements de 1958 avec la guerre d'Algérie, etc. C'est ça. C'est pas un esprit mémorial qui vivrait dans les sous-bassements des palais nationaux et qu'on pourrait sortir de temps en temps pour justifier une décision ou au contraire dire qu'on a raison, parce que c'est ça en fait. Pour autant, il y a bien un sens au texte, et ce sens n'est pas exactement celui qui est appliqué. Alors comment ça se passe? Je vais entamer cette partie-là par le chef des armées. Vous avez forcément entendu parler de ça. Il se trouve que, je vais donner un numéro, mais je vais vite de trop en donner pour ressembler à Saint-François, mais l'article 15 de la Constitution prévoit que le chef de l'État, le président de la République, est le chef des armées. Vous avez tous entendu parler de ça. C'est normal, parce que les macronistes n'arrêtent pas avec ça, avec la guerre en Ukraine, etc., en disant oui, mais c'est la prérogative du président de la République, c'est le chef des armées. Donc vous savez qui est chef des armées par ailleurs? Le roi d'Espagne, le roi de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le roi des Belges, le président italien. En fait, tous les chefs d'État européens sont chefs des armées, ou au moins européens, sont chefs des armées. Vous savez pourquoi? Parce que ça vient du passé monarchique de l'Europe, où le roi était effectivement un roi guerrier, un roi qui commande ses troupes au combat, qui peut même être blessé. Hein. François Ier est blessé à Pavie, il est fait prisonnier, c'est le fait qu'il est là. Donc il commande effectivement ses troupes. Et après, ça va rester, c'est un atavisme, c'est un archaïsme, ça reste, mais c'est purement honorifique. Sauf que dans la Ve République, ce ne sera pas honorifique. Parce que le problème, ou l'avantage, en fait, un verso et un recto, le premier président de la Ve République, c'est un militaire, le général de Gaulle. Et donc, dès 1961, à propos de la guerre d'Algérie, ou des événements d'Algérie, comme on dit à l'époque, on défend, face aux parlementaires, en fait, y compris gaullistes, qui reprochent au général de Gaulle de prendre un peu trop de latitude avec les questions militaires et de ne pas trop les consulter. On va lui répondre, mais non, mais le président de la République est chef des armées, c'est ce qu'on appelle, c'est Chaban-Delmas qui est le premier à utiliser l'expression, le domaine réservé. Et cette expression-là va avoir un grand succès pendant la Ve République, puisque ça va continuer ça va se raffiner jusqu'à François Mitterrand. François Mitterrand qui, à nouveau, utilisera cette expression, par exemple, pour la guerre d'Irak, en prenant la décision, lui, d'ailleurs, il fait une allocution en français, d'envoyer les troupes
au Koweït contre l'Irak. L'idée que donc les affaires internationales et la défense relèvent du président de la République n'est inscrite nulle part. Je dirais même que c'est le contraire. Dans la Constitution, il est écrit que le gouvernement a la disposition de la force armée, qu'il est responsable de la défense nationale. C'est nettement plus précis que chef des armées, quand même. Pour autant, vous voyez que ça a servi à la construction d'une pratique constitutionnelle, et je vais même aller plus loin. C'est qu'il y a une coutume constitutionnelle à ce sujet. Tout le monde vous dit la même chose. Parce qu'en fait, tout le monde a ce qu'on appelle une opinio juris. Tout le monde est d'accord pour admettre qu'il s'agit d'une obligation que nous sommes censés suivre, alors que c'est écrit nulle part. Et ça va me permettre de partir sur les 60 années qui se sont écoulées entre 1962 et 2022. En 1962, vous le savez, il y a un référendum sur l'élection au suffrage universel direct du président de la République, qui passe par des circonvolutions procédurales sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais qui sont très connues. Mais surtout, en 1962, il y a des législatives. Et en 1962, alors que l'Assemblée nationale ne compte que 481 députés, elle en compte 577 depuis les législatives de 86, lorsqu'on met en place la proportionnelle, on va revenir sur les votes de scrutin, je vous l'assure. Le mouvement autour du général de Gaulle, donc l'UNR et ses alliés, obtiennent une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Stupeur et tremblement de la part de gens qui n'ont jamais connu de majorité absolue, y compris le général de Gaulle lui-même, qui ne s'y attendait pas. Mais à l'époque, on pense que c'est passager, parce que de toute façon, là où le général de Gaulle passe, tout le monde s'écrase. C'est pour ça qu'on envoie François Mitterrand à la présidentielle contre lui. C'est parce qu'on sait qu'il va perdre, et comme François Mitterrand est vieux et qu'il ne fera jamais rien parce qu'il est mort politiquement, on l'envoie contre le général de Gaulle, parce qu'on sait qu'il va perdre. Parce que quiconque se présente face au général de Gaulle perd. Et quiconque se présente face à ses candidats part avec un sérieux handicap. Donc on s'imagine, Michel Dupri en premier d'ailleurs, et tout le monde, la SFIO, le Parti communiste, que ça ne durera pas et que quand le général de Gaulle partira, c'est-à-dire probablement à sa mort, ce qui arrive plus ou moins, eh bien, reviendra une situation pré général de Gaulle, et l'exceptionnalisme gaullien qui est lié à sa légitimité charismatique ne se reproduira pas, et donc on sera à nouveau sans majorité absolue à l'Assemblée nationale. Sauf que c'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que les législatives de 62 ont produit un effet que personne n'a vu à l'époque, mais qui va pourtant se reproduire et s'intensifier au fur et à mesure du temps. C'est que l'opposition se démobilise aux législatives après avoir perdu une première fois. Or ça va permettre effectivement un raz-de-marée gaullien à l'Assemblée nationale, et surtout ça va rester dans les têtes. Parce que ça implique deux choses. Ça implique, que le centre est mort. Et pourquoi ça implique que le centre est mort? Parce que ça implique pour la gauche de s'unir, si elle veut gagner. Parce que à droite, vous mettez les guillemets que vous voulez, mais autour du général de Gaulle, c'est constitué un bloc qui, tant que le général de Gaulle est là, va rester uni, et qui restera d'ailleurs uni plus ou moins après. Alors il y a des soubresauts, j'entends bien, dès 1962 d'ailleurs, et après en 69. Mais c'est pas le sujet. Donc la gauche comprend qu'il faut être unie. Et il y en a un qui le comprend parfaitement bien, d'ailleurs, c'est François Mitterrand, qui lui était le candidat malheureux au général de Gaulle. Et lui, qu'on pensait mort, va en fait se servir de cette compréhension des événements que personne d'autre ne voit, en se disant, la présidence de la République est désormais l'institution fondamentale, la clé de voûte des institutions. Et en réalité, qui remporte l'élection présidentielle domine le pays. Alors, ça va impliquer un gros changement sociologique qui met une bonne dizaine d'années à arriver. Il faut attendre le milieu des années 70 pour que tout le monde comprenne la leçon qu'a compris François Mitterrand. Et d'ailleurs, la première chose que fait François Mitterrand, à Épinay, etc., c'est d'unir les formations de gauche, sauf le Parti communiste qui ne veut pas absorber, mais qui va finir par tuer, en se disant, c'est la seule manière de l'emporter. D'ailleurs, lui-même dit que le pays est à droite, et donc la seule manière pour la gauche de gagner, c'est de s'unir et qu'il y ait une démobilisation à droite. Ce qui se produit en 1981.
Et c'est là que s'ouvre vraiment un moment essentiel de la Ve République que j'appelle l'âge mitterrando-chiracien, qui est celui de la concaténation de cette structure politique de la Ve République, et qui va durer jusqu'à François Hollande, et qui va même en fait atteindre son apogée sous François Hollande, en fait plutôt sur Nicolas Sarkozy. On va dire Sarkozy, début Hollande. Les partis comprennent que la situation politique implique de prendre l'Élysée, de s'unir, parce que le scrutin majoritaire uninominal à 2 tours facilite la bipolarisation. Il faut qu'il y ait 2 grands pôles. Donc il y en a 2 grands. Au centre, il n'y a plus rien, puisque les partis vont jusqu'à leurs extrémités, à chaque fois. C'est pour ça d'ailleurs que le FN a longtemps vivoté dans son coin, et qu'à l'inverse, à l'autre extrémité, il y a eu tout un tas de groupuscules, il y avait Lambertis, etc., qui ont plus ou moins vivoté à gauche, mais qui en fait n'ont pas d'espace. Il n'y a plus d'espace, parce que la grande formation de gauche, qui est le PS, la grande formation de droite, qui devient le RPR, puis l'UMP, puis les Républicains, on va dire les RPR et l'UMP. D'ailleurs, l'UMP, c'est la phase finale de la concaténation. À gauche, elle est réalisée dans les années 80 par Mitterrand, puis après par la mort du Parti communiste. À droite, c'est Chirac, le successeur spirituel de François Mitterrand, le fils politique dont il a toujours rêvé, qui achève la concaténation politique de la droite, en mettant fin à la vieille opposition libérale conservatrice, en créant l'UMP, qui au début s'appelle l'Union pour une majorité présidentielle, ça alors. Parce que c'est dans la tête de tout le monde. Et c'est encore dans la tête de tout le monde aujourd'hui. Pour dominer la Ve République, il faut avoir la présidence de la République. Lorsque le président de la République a une majorité absolue à l'Assemblée nationale qui est disciplinée et qui lui est acquise, il a donc le gouvernement et il devient l'homme le plus puissant de toutes les démocraties occidentales. Plus puissant que le président américain, qui a largement des contre-pouvoirs, c'est une structure fédérale, il y a la Cour suprême, le Congrès, etc. Le président de la République française, François Hollande, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, François Mitterrand, hors période de cohabitation, sont tout puissants. En tout cas, dans le fonctionnement régulier des institutions, ils sont tout puissants. Et vous voyez qu'il y a une grosse différence dans la structuration de la vie politique française et le texte qui ne prévoit pas que le président de la République fasse ce qu'il veut. Imaginons, dans le texte, le président de la République demande au Premier ministre de démissionner, le Premier ministre lui dit « Non, allez vous faire voir, je ne suis pas responsable devant vous. » Vous avez l'impression que ça se passe comme ça? Même aujourd'hui, ça ne se passe pas comme ça se passe pas encore comme ça. Peut-être que ça se passera comme ça. Donc vous comprenez que entre le texte et la manière dont les institutions fonctionnent, il y a eu une énorme différence. Et lorsque les gens vous disent la Ve République, c'est le bonapartisme, le césarisme, bien ça dépend comment on entend la Ve République. Est-ce qu'on entend la Ve République comme la phase qui s'est ouverte en 62 et qui s'est close en 2022, ou est-ce qu'on entend la Ve République au travers de son texte? Est-ce que, en réalité, ce qui a pris fin là, ce n'est pas la phase ouverte en 62 et qui a atteint son apogée entre 1980 et 2012, 2017, on va dire. Parce que ça commence avec les frondeurs, etc. sous Hollande. La discipline de la majorité s'affaiblit. Parce qu'une des grandes caractéristiques, effectivement, du bipolarisme français, c'est la discipline de parti. Et cette discipline de parti va arriver pour des raisons de culture politique. On entre dans un parti, et c'est comme ça que ça va se passer au PS et au RPR et UMP, on entre dans un parti jeune. On se sociabilise dans ce parti. On obtient éventuellement des mandats, on fait son cours sous son honorum au sein du parti. Et on doit tout au parti. Et on doit tout à son chef, qui est le candidat, ça tombe bien, à l'Élysée, généralement. Après, quand on est à l'Assemblée, on a une formation politique par le parti. On lui doit tout. Donc on est discipliné, on est fidèle. On est très loin du Parti démocrate et du Parti républicain aux États-Unis, où ça braille dans tous les sens et on n'est pas d'accord. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit souvent qu'il y a 51 partis démocrates et 51 partis républicains, il y en a un fédéral et 50 fédérés. C'est pas du tout comme ça que ça se passe en France. Et ça se voit encore aujourd'hui. Certains partis, je vais y revenir, ont toujours ceci très largement en tête, tout le monde l'a toujours en tête, mais
Il y en a deux particulièrement qui vont se en tête. La LFI, puisque Mélenchon s'inspire de Mitterrand, c'est son objet d'adoration, il se rêve en Mitterrand 2, et le Rassemblement national qui s'est construit en pleine apogée, hein, il est né en pleine apogée de cette Ve République, et après il s'est construit comme ça autour du chef candidat à la présidentielle, et donc c'est celui qui aujourd'hui suit le plus cette règle, en tout cas tant bien que mal. Maintenant qu'on a pu déblayer un peu tout ça, qu'on a vu qu'il y avait une chronologie dans la Ve République, on va passer à ce qui dysfonctionne. C'est-à-dire que vous allez me répondre que, oui, mais aujourd'hui, ça ne se passe pas comme ça. En tout cas, si ça devrait se passer comme ça, ça ne se passe pas bien. Il y a bien quelque chose qui va mal dans cette structure politique et partisane qui s'est construite. Et partisane, j'insiste là-dessus. Quand le général de Gaulle dit qu'il est contre les partis, alors il y a vraiment quelque chose chez lui qui est contre les partis. C'est pour ça d'ailleurs qu'il hésite à en créer un en 1946, qui pourtant devient le premier parti de base de droite, et le RPF. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'après, il ne créera jamais directement lui-même les partis. L'UNR n'est pas fondé par le Gaulle, il est fondé par des gaullistes, qui sont proches de lui, qui lui rendent des comptes, puisque c'est même lui qui sélectionne les candidats, mais officiellement, il est l'empereur retiré dans son monastère, il s'est fait moine et il n'est pas vraiment aux affaires. Pour autant, c'est bien la discipline de parti qui va faire le socle du pouvoir du général de Gaulle entre 1958 et 1969. Et cette pratique gaullienne du pouvoir va irriguer la Ve République, puisque vous avez bien compris que tous les présidents de la République se rêvent en général de Gaulle. Sans avoir sa légitimité charismatique, puisque, effectivement, n'ayant pas été à la tête de la résistance à Londres. C'est un petit peu compliqué de reproduire en laboratoire les conditions de naissance du général de Gaulle. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Alors, déjà, on va revenir sur 2022, qui est donc l'aboutissement de notre fin. Vous le savez, au cours du mandat de François Hollande, Emmanuel Macron, un homme qui est absolument inconnu, si ce n'est dans sa promotion de l'ENA, émerge, semble-t-il, de manière irrésistible, et va devenir symptomatique de l'époque. Je parle tout de suite de la personne d'Emmanuel Macron, parce qu'en réalité, ce que je vais dire ensuite pourrait être applicable à quelqu'un d'autre. C'est pas la personne d'Emmanuel Macron qui sera vraiment visée. Mais là, en l'occurrence, ça le caractérise. Il devient l'archétype du mouvementisme qui est très présent en Occident aujourd'hui, qui dénonce les partis, parce que souvenez-vous, Emmanuel Macron dénonçait la discipline de parti, la sclérose des partis, les vieux chevaux sur le retour. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'élus en 2017 qui n'avaient aucune expérience politique, ce qui a d'ailleurs ruiné En Marche. J'y reviendrai. Et donc Emmanuel Macron arrive en 2017 et assassine le bipartisme français. C'est-à-dire qu'il met fin pratiquement au jour des deux partis qui l'ont pourtant fondé, fait prospérer, qui ont vécu dessus, à savoir le Parti socialiste et l'UMP et la LMK. Il les ruine politiquement. Ils ne sont plus rien. Il fait apparaître un centre hégémonique, et souvenez-vous de la majorité dont il dispose en 2017. C'était considérable, j'ai plus le nombre en tête, enfin il avait plus de 300 députés. Ça s'amoindrit, au fur et à mesure. En 2022, il y a 1 ou 2 sièges de la majorité, mais en 2017, il a une large avance. Donc, il fait subir au PS et à l'UMP/LR ce qu'ils ont eux-mêmes contribué à faire naître et à faire prospérer, parce que Emmanuel Macron devient l'exemple emblématique de la réussite de la toute-puissance présidentielle. Il y a quelque chose que j'ai gardé pour ce moment-là, c'est le changement de la durée du mandat présidentiel et surtout la loi organique qui l'a accompagné. Souvenez-vous, ou peut-être que vous l'avez appris pour les plus jeunes, en 2002, donc avant 2002, les mandats présidentiels sont de 7 ans. 7 ans, c'est très long. En fait, il n'y a aucun pays qui avait un mandat présidentiel aussi. Y compris les pays où le président de la République est élu au scrutin majoritaire, au suffrage universel direct. C'est le cas au Portugal, par exemple.
Le président de la République n'a pas véritablement de pouvoir comme en France, mais il est pourtant élu de la même manière que nous. Et on fait passer le mandat de 7 à 5 ans. Alors, à l'époque, c'était acclamé. Aujourd'hui, tous les commentateurs dans les médias, notamment, n'arrêtent pas de dire que c'était une catastrophe. Et à l'époque, c'était extrêmement soutenu. Pas par les Français, parce que le référendum a une participation cataclysmique. Je crois qu'on était à 18% de participation, des choses comme ça. Peut-être un peu plus 22, mais on était à très peu. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais on était vraiment autour de 20% de participation. Et la réduction du temps, de la durée du mandat n'est pas en soi un problème. Par contre, ce qui se produit, c'est que ça aligne la durée du mandat du président de la République et des députés. Et ce qu'on fait parallèlement à ça, c'est on fait voter une loi organique. Une loi organique, c'est une loi qui complète un article de la Constitution, pour inverser le calendrier des législatives et des présidentielles, qui tombent la même année en fait, maintenant. Et donc on fait en sorte que les législatives soient juste après les présidentielles. Et donc là, vous voyez, le schéma devient parfait. Parce que si on gagne la présidentielle, ça veut dire que l'opposition se démobilise pour les législatives qui viennent juste après, puisqu'ils ont déjà perdu les présidentielles, et que tout le monde a l'habitude que le président de la République soit tout puissant. Donc de toute façon, si on n'obtient pas l'Élysée, on n'obtient rien. C'est-à-dire pour ça que c'est une des raisons pour laquelle l'abstention n'a cessé d'augmenter pour toutes les élections hors présidentielles et municipales. Et c'est ce qui se passe. Et Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande ont toujours été élus comme ça, et en plus ont pu bénéficier, parallèlement, de la montée du FN puis du RN, qui offrait un paravent et un épouvantail parfait pour eux. Parce que vous comprenez, si le RN, Marine Le Pen, Bernard Bardella, arrive au pouvoir, mais il sera tout puissant, donc ce sera une catastrophe. Et les heures sombres, etc. C'est parfait. En fait, en 2017, Emmanuel Macron a un boulevard pour lui. Il a toutes les planètes sont alignées. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il parvient à faire. Et il devient tout puissant. Par contre, en 2022, ça se passe moins bien. En 2022, le mécanisme se brise. Il est élu, mal, mais il est élu. En revanche, il ne parvient pas à avoir de majorité. Et ce qu'on voit, c'est que son mouvementisme, très anti-parti, d'un certain côté très démagogique, il y a un côté populiste chez Emmanuel Macron. Populiste, bon pied, bonjour, mais populiste quand même, en tout cas en 2017. Le problème, c'est que son aspect mouvementiste a ruiné toute une sociologie politico-partisane que je vous expliquais avant, c'est-à-dire la discipline de parti, la formation sur du parti, la constitution de Rome, tout ça, ça vole en éclats. On a des gens qui arrivent à l'Assemblée nationale qui n'ont aucune expérience politique. En soi, c'est pas une remarque personnelle, c'est pas une critique personnelle, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose en soi. Mais par contre, ce que ça produit, c'est que ça produit une majorité présidentielle peu disciplinée, qui commet des erreurs, beaucoup d'erreurs, y compris des erreurs de procédure au sein de l'Assemblée nationale, qui entre en conflit avec les fonctionnaires de l'Assemblée nationale. Et tout ça, ça va créer un climat délétère qui va ruiner totalement l'opération d'Emmanuel Macron. En 2017, il n'a pas de majorité absolue. Et il se pose la question, déjà, du vote du budget. Alors, il n'a pas la majorité absolue, mais on n'est pas loin. Hein. On est à 20 députés près. C'est une petite marge. Pourtant, ça ne fait qu'empirer. Puisqu'en 2024, vous le savez, il dissout l'Assemblée nationale après les européennes et se retrouve avec une Assemblée nationale réellement tripartite. Et ce que ça va montrer, c'est que ça va montrer les 3 dysfonctionnements de la présidence de la République. Un, il y a une crise de légitimité chez le président de la République. Quand je dis le président de la République, c'est pas Emmanuel Macron, c'est la fonction, l'institution. Il y a une crise de légitimité. Le président de la République est de plus en plus mal élu, et il est de plus en plus élu par la négative. On vote pour lui parce qu'on vote pas pour un autre, parce qu'on veut pas voter pour l'autre. Et ça, c'est un vrai problème de légitimité. Parce que ça crée un pays cocotte-minute. Oui, il a gagné. Mais à quel prix? Et sur quelle base? Sachant qu'Emmanuel Macron n'est jamais parvenu, pour les mêmes raisons que je vous ai dites, hein, à implanter son parti localement. D'ailleurs, les partis implantés localement, ce sont encore surtout les 2 fondateurs de cette structure politico-partisane dont je vous ai parlé. Le PS et LR,
qui, en fait, briguent encore la majorité des mairies, etc., qui sont dans tous les conseils départementaux, dans tous les conseils régionaux. Cette crise de légitimité pose un sérieux problème quand le président de la République est censé être tout-puissant. Parce que s'il est censé être tout-puissant, il faut que ses décisions soient acceptées, puisqu'il fait la pluie de beau temps. Dès lors qu'il est dans cette position de roi thaumaturge qui est censé guérir les écrouelles, eh bien, il faut qu'on accepte qu'il nous touche pour guérir les écrouelles. C'est ça le problème de légitimité. La deuxième crise qui touche la présidence de la République, c'est la crise de la fonction. Le président de la République a été poussé, et chaque président de la République n'a fait que renforcer ce phénomène, à se préoccuper de plus en plus de choses. Parce que le général de Gaulle était présenté comme le puissant, et il l'était, très largement par sa légitimité charismatique. Mais enfin, il ne tenait pas à s'occuper de tout. Or, c'est ce qui se passe à partir de Nicolas Sarkozy. Souvenez-vous, parce que François Mitterrand et Jacques Chirac, ce sont des hommes qui ont quand même connu la naissance de la Ve République, qui avaient un habitus de leur jeunesse. Alors, François Mitterrand, c'est encore pire, sa jeunesse, c'est la Troisième République. Mais Jacques Chirac, qui est né dans les années 30, commence sa vie politique dans les années 50, donc sous la Quatrième République. Et il a connu cette naissance de la Cinquième, les partis, la structuration. Tout ça, ça reste. Mais François Hollande et Nicolas Sarkozy commencent dans les années 80. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy commence à Neuilly, en tant que maire. Vous voyez, le cursus on commence au municipal, puis après on monte. Mais ce sont des hommes qui, particulièrement Nicolas Sarkozy, va être présenté comme l'hyper-présidence. Pourquoi? Parce qu'il gesticule dans tous les sens. On le voit partout. Dès qu'il y a un problème, je me rends sur place. Vous connaissez la phrase. Dès qu'il y a un problème de société, il faut faire une loi. Et comme le président de la République n'a pas la main mise sur le programme législatif, mais heureusement, il a un gouvernement à sa botte avec François Fillon, qu'il appelait son collaborateur, et une majorité qui est aux ordres à l'Assemblée nationale, donc il peut faire ce qu'il veut, effectivement, mais ce qu'il veut pour tout. Et je me souviens que Guy Carcassonne, qui était un professeur de droit constitutionnel, qui est décédé il y a plus de 10 ans, disait que il ne fallait pas confondre l'hyperprésidence de Nicolas Sarkozy avec le président tout-puissant comme était par exemple Georges Pompidou. Vous imaginez, dans les années 70, Georges Pompidou apprend que Renault veut délocaliser ses activités. Georges Pompidou, il décroche son téléphone, il appelle le président de Renault, il dit « Vous vouliez délocaliser ?» « Non. » Il raccroche. Et ça ne se faisait pas. Nicolas Sarkozy ne peut pas faire ça. Nicolas Sarkozy gesticule beaucoup. Parce qu'en réalité, cette suralimentation de la présidence toute puissante, qui s'occupe de tout jusqu'au programme scolaire. Enfin, Emmanuel Macron, aujourd'hui, il est capable de faire des allocutions sur le mal-être à l'école. Je ne dis pas que ce n'est pas une question importante, mais ce n'est pas une question qui relève du président de la République. Ce devrait être le ministre de l'Éducation qui s'occupe de ça, pas le président de la République. Sauf que les ministres ne servent que de communicants, de bouche, pour Emmanuel Macron et pour ses prédécesseurs. Il ne faut pas croire, hein. C'est lui qui le pousse au maximum, parce qu'il, d'autant plus aujourd'hui. Mais en fait, c'est le cas depuis longtemps. Et ça a un rapport avec la troisième crise, qui est la crise de préhension du président de la République. Le président de la République est censé être tout puissant. Eh oui. Mais vous savez, quand on vénère le président de la République et qu'on attend de lui des miracles, et qu'il ne peut pas les produire, alors qu'on attend de lui qu'il le fasse, et qu'il est vraiment de chair et d'os, hein, donc on peut le voir et tout, hein, on attend de lui des choses et ça ne se produit pas, ben ça pose un gros problème. Il est censé faire la pluie et le beau temps. S'il ne règle pas la météo, il y a un problème. Et ça, c'est un gros problème de la présidence de la République. Le président de la République, alors les institutions en général, mais alors particulièrement en France, le président de la République semble impuissant. Il ne peut plus rien faire. Le Mercosur, ça marche pas. Bon, il y a une opposition de façade d'Emmanuel Macron, etc. Mais en réalité, il n'a plus la main. Les délocalisations, il peut rien faire. L'immigration, il peut rien faire. Bref, il apparaît comme impuissant. Donc pourquoi lui confier la toute-puissance dans les institutions, puisque les institutions ne servent plus à rien, puisqu'elles ne produisent plus d'effets sur le réel. Les institutions sont censées organiser, interpréter et agir pour modifier la situation existante. Sinon, elles ne servent à rien. Et ça, c'est le gros problème de la présidence de la République. Le deuxième problème, c'est l'Assemblée nationale.
vous auriez pu vous dire que l'Assemblée nationale apparaissait comme, à son tour, toute puissante, puisque sans elle, rien ne peut être fait. Pourquoi? Parce que c'est auprès d'elle qu'on dépose les projets de loi, ou sont déposées les propositions de loi. Alors, pour le détail, un projet, ça émane du gouvernement, une proposition des parlementaires. C'est ça la différence. Donc, elle devrait être toute puissante. Pourtant, elle est bloquée. Alors, elle est bloquée pour plusieurs raisons. D'abord, il y a une culture qui s'est instaurée, de la discipline et de l'obéissance. L'Assemblée nationale était habituée à obéir comme une caisse enregistreuse. Et on lui demande maintenant de prendre des initiatives. C'est compliqué, hein, ça ne se change pas comme ça. Et notamment parmi les plus vieux députés, qui ont l'habitude de la majorité absolue, etc., et d'obéir au gouvernement, et de voter ce qu'on lui dit, etc. Et ce qui était très efficace, hein. N'en pas douter, hein. Mais ce qui, aujourd'hui, crée de gros dysfonctionnements. Deuxièmement, il y a un autre problème. Et j'y reviendrai quand je parlais des modes de scrutin, c'est que l'Assemblée nationale est partagée en trois. Il y a un nouveau centre qui est né avec Emmanuel Macron, rabougri certes, mais quand même existant. Il y a à gauche une coalition qui s'est construite pour des raisons électorales, toujours par atavisme, hein. Pour gagner, il faut faire une coalition, il faut être unis, hein. Dans les médias, les représentants de la gauche ne cessent de vous le dire. La gauche ne peut gagner qu'en étant unie, blablabla. Et à droite, on a le Rassemblement national, qui est devenu le pôle dominant après l'écrasement de LR. Pardon. Et cette tripartition n'est possible que pour deux choses. Un, le mode de scrutin, qui pousse à la bipolarisation, et qui pousse aussi aux alliances. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, aux alliances préélectorales. Il faut s'allier pour gagner. Si on ne s'allie pas, on ne se retrouve pas, parce qu'un scrutin majoritaire, vous le savez, il faut être dans le duo de tête pour arriver au second tour. Donc si vous ne faites pas cette voie, si vous avez 5 candidats de gauche, un de droite, un du centre, ben la gauche ne sera jamais au second tour. Elle ne sera jamais deuxième, puisqu'il faut être deuxième. Donc c'est un habitus qui a été pris, et c'est pour ça qu'on le fait. Mais ça a un effet pervers, c'est que quand il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, il n'y a pas non plus de possibilité de coalition a posteriori, puisqu'il faut garder l'alliance, sinon on ne pourra pas être réélu, et on n'aura aucune chance de survie. Et c'est pas qu'une question d'aller à la soupe, hein. C'est une question pragmatique. Si vous portez une manière de voir l'intérêt général, donc vous espérez arriver au pouvoir. D'ailleurs, cette expression pourrait aussi être interrogée, ça veut dire quoi? Mais si vous voulez arriver au pouvoir, ben il faut survivre entre-temps. Si vous vous faites laminer à chaque élection parce que vous êtes minoritaire, vous ne peserez plus rien. Et donc, forcément, les alliances sont strictes et rigides. Et ça, par exemple, c'est le gros problème des gouvernements depuis Michel Barnier. Et on voit bien que quand le Cornu essaye, vous voyez qu'il essaye bien avec le Parti socialiste, de constituer une autre coalition, comme on le fait dans beaucoup de pays voisins, hein, sur des textes, ou comme on le faisait sous la Troisième République. Sauf que sous la Troisième République, on était élu parce qu'on était un notable local, surtout au début. Il n'y avait pas de parti structuré. À la fin, on avait des 20-30, oui, mais au début, non. Donc on est élu parce que on est un notable, et en fait, c'est comme ça que se font les coalitions. Les coalitions sont des assemblages de noms. Avec des partis structurés comme ça, c'est plus difficile. Et c'est surtout plus difficile quand tout nous pousse à ne pas le faire. Parce que c'est pareil. Si vous voulez être élu, vous ne pouvez pas non plus décevoir vos électeurs. Or, si vous prenez à votre compte le bilan du gouvernement sortant, ce qui va être le cas du PS s'il va vraiment vers l'Alliance et qu'il rejoint un gouvernement de coalition, ben c'est fini. Vous êtes mort. Vous ne représentez plus une alternative. Donc vous ne le faites pas. Ça, c'est le dysfonctionnement de l'Assemblée nationale. Et dernier dysfonctionnement sur lequel je voulais revenir, c'est ce qui s'est produit à 2 reprises pour les retraites et avec le gouvernement Attal démissionnaire. Dans les circonstances dans lesquelles nous sommes, le président de la République, quel qu'il soit, là c'est Emmanuel Macron, mais ça pourrait être n'importe qui, est poussé à tout faire pour produire les effets miraculeux qu'il prétend pouvoir produire, c'est-à-dire pour être ce roi thaumaturge. Je vous rappelle que c'est ce qu'on vend, hein, les gens qui veulent devenir président de la République, Édouard Philippe, etc. On leur vend le roi magicien.
Mais sauf que s'ils ne peuvent pas le devenir, ça ne les intéresse plus. Et donc Emmanuel Macron a tout fait pour pousser, notamment sur la réforme des retraites. Premièrement, réforme des retraites. Là, alors je ne vais pas revenir dans les détails parce que c'est la technique parlementaire, donc c'est voilà. La réforme des retraites a été votée donc par le gouvernement Borne, a été votée dans des circonstances uniques et ubuesques, et très probablement, et en fait pas très probablement, anticonstitutionnelles, puisqu'on a fait passer par un projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale, qui ne sert pas à ça normalement. Normalement, ça sert à rééquilibrer les comptes de la Sécu. C'est ça, projet de rectificatif. Là, on a cherché à apporter une réforme de fond, repousser l'âge légal et le nombre de trimestres à accumuler. Bon. Alors ça a plusieurs intérêts pour le gouvernement Borne et Emmanuel Macron, c'est que les délais sont réduits. L'alinéa 3 de l'article 49 est illimité pour les lois de finances et assimilées. Et donc, c'est parfait pour la faire passer de force et à toute vitesse. Il a fallu 4 mois quand même. Hein. Et ça s'est fait en dépit des mobilisations dans la rue qui montraient que le choix, quoi qu'on en pense au fond, n'était pas légitime. Pourtant, c'est arrivé. On voit bien que on a tordu un instrument du rationalisme, du parlementarisme rationalisé dont j'ai parlé tout à l'heure, pour essayer de faire entrer au forceps une loi. Le problème en tant que tel, c'est pas que ça arrive une fois, c'est que ça crée un précédent. Il y a un précédent qui est arrivé sur le bureau du Conseil constitutionnel, mais qui était extrêmement délicat. Le Conseil constitutionnel avait 150 manières de censurer pour des vices de procédure. Mais c'est ça le problème, c'est un vice de procédure dans un pays qui était en ébullition. Si vous censurez une loi, vous, Conseil constitutionnel, vous censurez une loi pour des raisons de procédure, ça veut dire qu'il faut tout recommencer. Parce que c'est possible, on peut tout recommencer. Et donc, vous imaginez, 4 mois, 5 mois, 6 mois de plus. Donc le Conseil constitutionnel, qui en réalité est beaucoup plus sensible à la mobilisation et politique et des Français qu'il ne vient l'admettre, n'a pas censuré. Donc c'est passé. Mais ça crée un précédent. Et ça crée un précédent dangereux. Il est possible de détourner des voies procédurales pour faire passer de force des textes, y compris lorsque rien ne permettrait de le faire passer sinon. Et puis il y a d'autres points vertigineux, hein, parce qu'en réalité, ce texte n'a jamais été voté par personne. Il n'a pas été voté par l'Assemblée nationale, et après il a été rejeté par le Sénat. Donc en fait, il est passé en 49.3, alinéa 3 de l'article 49, sans vote. Oui, il n'y en a pas eu. Enfin, il y a eu celui sur la censure, c'est tout. Mais le texte en lui-même n'a pas été voté. Deuxième point, le gouvernement Attal. Vous savez que le gouvernement Attal a démissionné suite à la dissolution de 2024. Or, le gouvernement Attal est resté pendant 2 mois démissionnaire. Alors, ils ne sont plus ministres, ils font office de ministre, dirigeants. Mais ça a duré 2 mois quand même. Et le gouvernement démissionnaire a pour charge d'exécuter les affaires courantes. Et urgentes. Le problème, c'est que l'urgence, ça change avec le temps. Et ce qui est courant, ça change avec le temps aussi. Or, rien n'est prévu, ça c'est véritablement une faille du texte constitutionnel, rien n'est prévu en matière de délai. Un gouvernement démissionnaire, évidemment, on a toujours fait comme ça, c'est-à-dire qu'on a toujours nommé un nouveau gouvernement assez rapidement, mais rien ne l'oblige. Donc en fait, pour ça je parlais de Lecornu en introduction, il pourrait y avoir un gouvernement Sébastien Lecornu 0, démissionnaire, qui ne sera jamais remplacé. Enfin, en tout cas, jamais jusqu'en 2027. Pourquoi pas? Et donc, ce qui deviendrait courant et urgent, ce serait tout, en fait. Parce que, par exemple, en juin 2024, effectivement, déposer un projet de loi de finances, c'est pas une affaire courante. Mais si le gouvernement démissionnaire reste 6 mois, 1 an, ça devient une affaire courante. Donc, le gouvernement démissionnaire doit déposer un projet de loi de finances. Et vous voyez, le problème, en fait, c'est que, aujourd'hui, le dysfonctionnement fait peser un risque autoritaire, tout simplement. Et c'est une pente naturelle. Une fois qu'on a créé des précédents de ce genre, pourquoi on s'en passerait? Pourquoi on s'en passerait? On a beaucoup parlé de l'article 16. Alors je vais y revenir parce que souvent ça intéresse beaucoup les gens.
Sachez que l'article 16 est un véritable tabou en droit constitutionnel. C'est le seul article de la Constitution qui a une faute. Une faute dans l'accord d'un participe passé, dans le premier paragraphe. Elle n'a jamais été corrigée parce que on n'ose pas y toucher. Donc si vous allez sur Légifrance, vous verrez que c'est écrit, attention, il y a une faute dans le texte original. L'article 16, c'est quoi? C'est un article qui a été pensé avec juin 1940 écrit en gros, à côté de son numéro. Voilà, c'est ça, l'article 16. L'article 16 permet au président de la République de lui-même, sur son initiative, dans des circonstances que je ne vais pas détailler, mais qui sont en fait circonstanciées en apparence assez larges dans les faits, en cas de rupture de l'action du pouvoir public, etc., notamment en cas d'invasion d'une partie du territoire, c'est ça, dans l'esprit des gens qui ont rédigé l'article 16, je vous ai dit, juin 1940, le président de la République peut décider de prendre les pleins pouvoirs. C'est d'ailleurs arrivé. Le général de Gaulle l'a fait. Après la tentative de putsch des généraux à Alger. Le putsch n'a duré que 3 jours, et d'ailleurs, l'article 16 est resté en vigueur plusieurs mois. Bon. Pendant ce temps, par exemple, le général de Gaulle a, pour prendre la mesure la plus, disons, exceptionnelle par rapport au droit commun, a remis en question l'inamovibilité des magistrats du siège. Il y a des juges judiciaires. Mais vous voyez que cet article 16, il peut être utilisé sur l'initiative du président de la République. C'est pour ça, on parle souvent de République à la romaine, mais à Rome, c'est le Sénat qui accorde la dictature. Donc là, c'est le président lui-même qui le fait. Et qu'est-ce qui pourrait justifier d'utiliser l'article 16? Alors, je ne crois pas au fait qu'Emmanuel Macron l'utilise. Je ne pense pas. Mais, si le dysfonctionnement vient à se poursuivre, lui-même ou son successeur, mais je pense que lui-même n'aura pas le temps de toute façon, pourrait être tenté de le faire. On reverra les scénarios pour son successeur, mais c'est après. Par exemple, pas pouvoir passer de budget, admettons. Pas d'ordonnance, pas de loi spéciale, rien. Ça pourrait être tentant. Non mais, une fois qu'on évoque cette situation, et ça c'est un vrai problème, hein. L'évoquer à la légère, c'est déjà prendre un risque. Ça veut dire qu'on serait peut-être prêt à l'accepter. Et puis, ensuite, tout le monde va y voir midi à sa porte. Hein, donc, ah oui, mais non, sur le fond, je suis opposé. Mais dans les circonstances actuelles, pourquoi pas? Et ça, c'est une vraie pente glissante. Il y a tout dans la Ve République pour mettre en place un régime autoritaire. Il n'y a pas besoin de coup d'État. Hein. Parce que, une fois que le président utilise l'article 16, la seule obligation, c'est qu'au bout de 30 jours, enfin la seule possibilité, c'est qu'au bout de 30 jours, alors l'Assemblée ne peut pas être dissoute, hein, je vous le précise. Au bout de 30 jours, l'Assemblée, les députés ou sénateurs peuvent saisir le Conseil constitutionnel qui va produire un avis, et au bout de 60, le Conseil constitutionnel peut lui-même dire « je vais produire un avis ». Mais ce n'est pas un avis contraignant. En fait, la seule chose qui reste, c'est la destitution du président de la République, qui est notoirement complexe à mettre en œuvre, et qui a été conçu pour ne pas être mise en œuvre, et qui d'ailleurs ne correspond pas à un régime parlementaire, et qui est juste une sarkozyte, une énième sarkozyte comme le discours devant le Congrès à Versailles. Donc le dysfonctionnement et le blocage peut conduire à ce genre de dérive. Pas parce qu'il y a un grand méchant qui a été élu à l'Élysée. Bon, Emmanuel Macron fait l'unité des Français contre lui. C'est d'ailleurs une prouesse de sa part, en fait. Il a unifié la France contre lui. Tout le monde le déteste. Non, mais c'est vrai, il a été très fort. Mais au-delà d'Emmanuel Macron, le simple fait qu'on ait évoqué que ce soit possible, pour des raisons autres qu'une guerre ou une invasion du territoire, est un problème en soi. C'est pas une disposition à utiliser à la légère. Et surtout pas pour régler un dysfonctionnement parlementaire et une absence de majorité parlementaire. Maintenant qu'on a dit ça, je voudrais faire un point sur les contraintes endogènes et exogènes qui pèsent aussi sur les institutions. Pourquoi les institutions ont aussi l'air affaiblies? C'est pas uniquement par elles-mêmes, c'est aussi parce qu'ils pèsent sur elles. On va voir 3 points. D'abord, l'Union européenne. Alors, l'Union européenne
a été particulièrement efficace en France, enfin, vis-à-vis de la France, pour une raison, c'est la toute-puissance du président de la République. Parce que quand le président de la République est tout-puissant, ben, il peut tout promettre. Donc si, en fait, aucun État européen ne s'est jamais dit que c'était difficile de faire plier la France, puisqu'il suffit de convaincre une personne, et ensuite elle fait tout passer comme elle veut. Vous savez, quand vous avez une coalition en Italie, ou en Allemagne, ou aux Pays-Bas, et que vous arrivez au Conseil de l'Union européenne, au Conseil européen, c'est pas la même, hein. Parce que vous avez derrière vous 2, 3, 4 partis, et vous pouvez pas tous céder, parce que vous vous êtes accordé sur un programme, et que vous ne pouvez pas faire autrement. Et effectivement, l'Union européenne, en privant la France d'une grande partie de ses compétences, que ce soit des compétences partagées ou des compétences qu'on a confiées intégralement à l'Union européenne, eh ben, sont retirées à la délibération nationale. Donc évidemment, le président le plus puissant, déjà, il ne peut pas faire ce que fait l'Union européenne, en matière commerciale, en matière monétaire. Okay. Deuxième point, c'est le développement de la jurisprudence constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel, au départ, fait partie des instruments du parlementarisme rationalisé. On appelle le chien de garde du gouvernement. Donc il est censé venir taper sur les doigts des parlementaires lorsqu'ils dépassent les prérogatives qui leur sont fixées par la Constitution. Bon, le Conseil constitutionnel a totalement débordé du plat, puisqu'aujourd'hui, le Conseil constitutionnel est en charge du contrôle de la constitutionnalité des lois, mais à l'égard de tout le texte constitutionnel, ça c'est le cas au début, mais surtout du préambule, c'est-à-dire de la DDHC, et du préambule de 46. Je ne vais pas le revenir dans les détails, mais en gros, dites-vous que le Conseil constitutionnel est en mesure de censurer beaucoup plus de lois aujourd'hui qu'il ne l'était dans les années 60. Donc évidemment, le président tout-puissant, il prend un coup, parce qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut. Et le Conseil constitutionnel qui veut dire non, ça c'est pas possible. Troisième point, les juridictions internationales. Alors, il y a la CJUE, mais il n'y a pas que la CJUE. Il y a aussi, par exemple, la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme. Bon, forcément, là encore, l'unification du régime des droits fondamentaux en Europe a eu pour effet de réduire les pouvoirs du président de la République. Il ne peut plus faire ce qu'il veut. Il doit prendre en compte la jurisprudence de la CEDH. Okay. Bon, maintenant qu'on a fait tout ce point-là, je vais revenir très rapidement sur... Combien de temps ? Combien de temps ? 5 minutes. Ah oui, d'accord. Bon, ce qu'on peut faire... Alors, on va faire deux points juridiques et un point politique. 2 points juridiques, comme possibilité de réforme du texte. Il y en a beaucoup d'autres, hein, mais bon, pardon. Si le tripartisme se poursuit, réformer le mode de scrutin, sortir du scrutin majoritaire uninominal à 2 tours, probablement pour un scrutin proportionnel. Probablement, en fait, la meilleure solution, ce serait le scrutin inventé par Léon Blum dans les années 20, 30, qui avait été proposé, qui avait été fait. Je ne peux pas vous expliquer tous les détails, mais vous irez voir. Deuxième point, donner la possibilité à l'Assemblée nationale de voter des motions capables de surpasser une jurisprudence du Conseil constitutionnel, une censure du Conseil constitutionnel. Il faudrait définir un domaine de la Constitution qui est intouchable, et effectivement, personne ne peut rien faire, sauf réforme, révision par le peuple. Il faudrait aussi permettre à la Constitution de n'être modifiée que par référendum. Mais pour le reste, permettre à l'Assemblée nationale d'outrepasser le Conseil constitutionnel avec une majorité spéciale de 3/5, par exemple, ou les 2 chambres, 3/5, 3/5, Assemblée nationale, Sénat, contre une décision du Conseil constitutionnel. Et point politique. Est-ce que la tripartisation va se poursuivre ? Le seul qui est aujourd'hui capable de rétablir la bipolarisation, c'est le RN. Si le RN, effectivement, accomplit donc un raz-de-marée en 2027, la bipolarisation va revenir. Je ne suis pas sûr qu'elle revienne longtemps, en revanche, parce qu'il n'y a rien en face. Hein. Donc c'est un problème, et c'est pas la FI qui va faire le bloc de gauche en face. Elle est trop radicale pour ça. Mais la tripartisation pourrait se poursuivre avec le pari, notamment au travers du pari du PS. Le PS fait un pari cher, qui risque de lui coûter cher, mais qui peut lui rapporter gros. Parce que si le PS arrive à absorber toute l'aile gauche du centre, elle peut se renforcer vers le centre et ainsi offrir une alternative crédible au RN. Ce qui pourrait conduire à une bipolarisation, mais ce qui pourrait aussi maintenir la tripartition.
avec LFI qui va conserver sa place à gauche, et qui est très 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 bien implanté dans ces circonscriptions, un PS qui deviendrait dominant au centre, et qui apparaîtrait comme le centre gauche mou, et le RN à droite, qui lui va plus ou moins satelliser tout ce qui reste de la droite, et ceux qui refuseront de rejoindre le RN, soit ce sera l'extrême de l'extrême, de toute façon ils sont hors jeu, soit ce sont les plus au centre, et ils n'auront pas d'autre choix, soit il faudra se rallier au RN, soit se rallier au centre. Je suis désolé parce que j'ai pas plus de temps. J'espère que je n'ai pas été trop ennuyeux. Est-ce que tu peux donner je te donnerai mon contact. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je reviendrai vous voir. On a déjà parlé avec Ludovic. Si vous voulez bien de moi. Je suis désolé de ne pas rester. C'était pas prévu. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que ça vous a plu. Très bien. Moi, j'en ai une pour le Conseil constitutionnel. Oui. Parce que vous dites qu'en fait, il a beaucoup plus de pouvoir qu'avant. Oui. Moi, je ne suis pas d'accord parce que c'est lui, le président, il est nommé par Macron. Donc, en fait... Il ne faut pas surpersonnaliser la chose, premièrement. Et deuxièmement, le président de la République nomme effectivement 3 des membres, dont le président, mais il ne peut pas les révoquer. Une fois que vous êtes nommé, vous faites ce que vous voulez. Mais comme c'est ses copains. Ah oui, mais ça c'est autre chose. Ça c'est une question de personnalité. C'est pas une question de profil. Depuis le début, je veux dire, le Conseil constitutionnel en 1962, il est composé majoritairement de gaullistes. Ils vont quand même dire en privé qu'ils sont contre le référendum de 62 sur l'élection du président au suffrage universel direct. C'est une question d'homme ou de femme, c'est pas une question de ralliement politique. Pour le coup, ça, c'est pas vraiment un problème. Ça peut l'être ponctuellement, mais c'est pas un problème structurel. Par contre, il faut supprimer les membres de droit, les anciens présidents de la République. Ça sert à rien. C'est un reliquat de la 4ème République. C'était une retraite pour les présidents de la 4ème. Autre question? Oui, s'il vous plaît. Moi, je suis arrivé en cours de route, je n'ai pas tout entendu. Il y a une chose, moi, qui me saute aux yeux. La première, c'est l'aspect monétaire qui échappe totalement à la France aujourd'hui. Avant, la Banque de France créait la monnaie et l'a créée avec beaucoup d'attention. Le budget français était au cordeau. La création, oui, mais quand même, jusqu'en 70, disons, oui. Dans les années 70. Et du coup, l'État était structuré avec un budget qui était quasiment à l'équilibre. Après, ça a commencé à partir en vrille à partir du moment où le dollar a été décollé de l'or et où les Américains ont pu créer eux-mêmes leur propre quantitative easing. Alors nous, on est resté très longtemps avec les 3% de Maastricht, ensuite, beaucoup plus tard, alors que les Américains se gavaient. Donc les Américains ont permis à leur pays de prendre une avance considérable sur Revenez-en à la question au bout d'un moment. Non, si. Comment? Si tu peux juste résumer la Non, question. la question, c'est ça. C'est la France est déglinguée. Donc, on parle des institutions, c'est très bien. Il y a aussi d'autres structures qui rentrent en jeu et qui suppriment finalement le pouvoir du président. Il y a le Conseil d'État, il y a la CEDH, etc. Donc, on a le président qui n'a plus aucune possibilité finalement de gouverner et qui n'a même pas la possibilité monétaire de gouverner comme avant. La politique monétaire, je crois. Comment? Sur l'Union européenne, Oui, alors en réalité, la BCE, c'est un peu à part, parce que elle pourrait exister sans l'Union européenne et l'Union européenne pourrait exister sans la BCE. Mais oui, évidemment, le fait que la politique monétaire ne soit plus une politique nationale, mais une politique transnationale, puisque c'est une monnaie commune à plusieurs États, est un gros problème, effectivement, pour la politique économique de chaque nation, et donc, en France, pour le pouvoir du président de la République, qui ne peut plus, effectivement, faire varier la valeur de la monnaie, les taux de change, etc., et même agir sur l'inflation, d'ailleurs. Donc oui. Oui, et au-delà de ça, Sarkozy, c'est quand même Sarkozy qui a décidé que l'État ne pouvait plus emprunter à une autre entité que le marché financier. C'est-à-dire que la Banque de France a été privée de sa possibilité de prêter à l'État. Et ça, c'est quand même Sarkozy qui a pris cette décision, de même que c'est le seul, à ma connaissance, qui ait
décidé de vendre 500 tonnes d'or, qui était la réserve assez originale et assez considérable de la France par rapport aux autres pays. Et lorsque j'entends des amis me dire que prendre la défense de Sarkozy, ces simples 2 décisions ont montré qu'il avait trahi la France, qu'il avait trahi le pouvoir de la France, la souveraineté de la France. Et il a vendu Sans compter le traité de Lisbonne. Vous aviez une question, toi. Il a vendu à 300 $. Alors moi, ma question, c'est que même si le Rassemblement national, en 2027, accédait au pouvoir et modifiait notamment le vote de scrutin, introduisait une dose de proportionnelle et recourait au référendum pour certains domaines qui seraient précisés, je crois que tant qu'on est dans l'Union européenne, tant qu'on a ce traité, je ne vois pas ce que le Rassemblement national pourra conserver comme réelle souveraineté. Donc l'écueil principal me paraît être aujourd'hui celui que vous évoquiez, qui est le fait que la plupart de nos lois et de nos décrets sont dictés par l'Union européenne et plus par la France. Oui, d'ailleurs, je sais qu'au Rassemblement national, on en a conscience. On a conscience qu'il va y avoir une confrontation, puisque d'ailleurs Marine Le Pen en a parlé quand elle parlait de politique de la chaise vide, etc. Donc, peu importe ce qu'on pense ensuite des solutions qui sont proposées, ils en ont conscience. J'en ai pas parlé dans les solutions, parce que j'ai pas eu le temps, mais je pense qu'effectivement, en excluant la question de la sortie de l'Union européenne, qui ne présente pas vraiment d'intérêt dans une conférence comme celle-là, parce qu'une fois qu'on a dit ça, bon, on n'a plus rien à dire, s'il devait y avoir une réforme des institutions européennes, je pense que celle qui sera la plus acceptable et la plus acceptée par tout le monde, qui pourrait aboutir, c'est la suppression de la Commission, qui se transformerait, ou qui serait remplacée par un secrétariat du Conseil européen, s'il y a des chefs d'État et de gouvernement, qui prendraient les décisions à sa place. Mais vraiment, qui serait un organe décisionnel proprement parlé. Créer un effet cliquet à inverser d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au lieu de, quand on retire une décision à l'unanimité, qu'on la passe à la majorité, faire l'inverse, c'est-à-dire qu'une décision pourrait, tout ce qui pourrait être encore décidé à la majorité pourrait être passé à l'unanimité et ne pourrait plus aller dans le sens. Et supprimer une grande partie des compétences de l'Union européenne qui sont décidées à la majorité pour les décider à l'unanimité. Et en fait, il ne faudrait qu'il ne reste à la fin que le marché commun, c'est-à-dire la zone, enfin l'union douanière, on va dire ça comme ça, pour faire simple, la zone de libre-échange que constitue l'Union européenne. Parce que c'est la seule chose qui sera véritablement défendue par tous les États, et ça ne sera pas mis en question. Pas facilement en tout cas. Donc déjà, première étape, ce serait ça. Et au passage, j'en termine par là, la CJUE n'aurait plus de compétences contentieuses que pour les matières qui sont décidées à la majorité. Donc tout ce qui est à l'unanimité, elle ne peut plus y toucher. Voilà ce que je préconiserais. Très clair. Est-ce qu'il y a encore une question? Quelle idée? On peut faire une question. Il y a pas de question? Si, peut-être sur le mode de scrutin. Sur le mode de scrutin, On prend deux. On peut faire les deux. sur le mode de scrutin, vous avez mis en avant le scrutin proportionnel avec une formule de proportionnel. Est-ce que le scrutin majoritaire à un tour ne serait pas une solution? Alors, je m'attendais à ce qu'on me pose la question. C'est le mode de scrutin qui est pratiqué au Royaume-Uni. Donc, à un tour, hein, vous avez fait le plus de voix au premier tour des élus. Alors oui. Enfin, en tout cas, ça permettrait de revenir à une bipolarisation, c'est certain. Alors là, c'est radical, ça sera radical. C'est ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Hein, dès que, même, il y a eu des phases de tripartition dans les années 20. Ça a rapidement pris fin. Les libéraux ont été écartés et remplacés en fait par le Parti travailliste. Bon, oui. Par contre, ça réglerait le problème parlementaire, mais ça ne réglerait probablement pas le problème politique et citoyen. Parce que le scrutin uninominal à un tour, ce qui me pose problème, c'est qu'il peut aboutir à des situations où, par exemple, un parti a fait moins de voix qu'un autre, mais emporte quand même les élections, puisque c'est par circonscription. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je ne suis pas sûr que ça relégitime les institutions, parce que justement, ça va créer un énorme effet entre ce que les Français votent et ce qui arrive in fine à l'Assemblée nationale. Oui, c'est une solution pour la stabilité parlementaire, c'est clair. Et aujourd'hui, le RN serait largement majoritaire à l'Assemblée nationale. Pour combien de temps, ça c'est une autre question, mais effectivement, il le serait, c'est vrai.
Ce qui est aussi possible, c'est de mettre en place un scrutin mixte, et en réalité c'est plutôt celui qui aura la préférence, avec des départements, avec des circonscriptions dans certains départements, ou avec un scrutin uninominal majoritaire à un tour. Et les plus gros départements où il y a le plus de circos, avec une proportionnelle, en fait avec une répartition, soit avec une prime à la majorité, soit avec une répartition qu'on appelle à l'allemande, mais qui est en fait une invention française, des années 20, des années 30. Je pense que oui. En fait, l'idée, c'est que il faut de la stabilité parlementaire, c'est certain. Mais il faut aussi une certaine forme de représentativité, parce qu'un scrutin trop brutal ne va pas apaiser du tout les esprits dans un pays qui est déjà divisé. Donc, oui, c'est une solution, mais je pense que ça doit être matinée. Et simplement une question. Très vite. Quid du non-professionnalisme des politiques qui ne connaissent rien à l'économie? Et après, je réponds. Après. Vas-y. Non, en fait, l'intitulé de la conférence, c'était la 5e République est-elle sur le déclin ou est-elle en sursis? Mais j'ai l'impression qu'en fait, vous avez répondu à la question à partir du moment où vous avez passé l'état Sarkozy. C'est-à-dire, les présidents gesticulent, mais ils n'ont plus de pouvoir. Donc, actuellement, vous avez répondu à ce moment-là sur le fait plus qu'en sursis, visiblement, dans l'exposé que vous avez eu. Alors, c'est-à-dire qu'il y avait une 5e, et puis à partir de Sarkozy, il y a un contre-pouvoir, il y a un pouvoir qui singe. Non, mais la 5e République qui a existé entre 62 et 2022 est morte. C'est sûr. Par contre, la 5e République, le cadre institutionnel, peut rester, puisqu'en fait, le cadre politique qui s'est construit, il se construit dans un cadre institutionnel. Donc on peut effectivement choisir de changer le cadre, mais je suis sûr même que ça ne réglera rien. Par contre, dans ce cadre, on peut construire autre chose. Je l'ai dit parce que justement le texte permet de construire autre chose. Donc oui, la réponse, elle est en deux temps. Oui, le 62-2022, tel que ça s'est passé jusqu'à maintenant, c'est mort, c'est fini. Par contre, une autre phase va s'ouvrir. Et je pense qu'elle s'ouvrira, en fait, dans la décennie à venir. On est dans une phase charnière de transition. Et je ne sais pas ce qui va aboutir entre 2027 et 2032, parce que tout va se jouer à ce moment-là. Très rapidement, oui, sur la professionnalisation le professionnalisme des hommes politiques. Alors, je ne suis pas partisan de faire de la fonction politique une profession. C'est ce qui s'est de facto passé partout. Partout. Les gens font carrière en politique. Ça a eu des avantages, comme je l'ai dit. Ça fait, tout simplement, c'est comme à la romaine. Hein. À la romaine, les patriciens font carrière. Les courses se Rome, ils occupent les différentes magistratures, etc. C'est comme ça que ça se passe. Bon. Ça a des avantages. Je ne suis pas pour que ce soit une profession. En revanche, oui, il y a une perte de compétences très nette des hommes politiques, à partir de 2017 surtout, qui est justement déclenchée par la fin du cursus honorum. Et c'est ça, il faut faire attention, parce que parfois, faites attention à ce que vous désirez, hein, be careful for what you wish for. Vous pouvez désirer moins de professionnalisation pour les hommes politiques. Vous pouvez considérer, par exemple, il y a des gens qui défendent le tirage au sort. Vous pouvez considérer qu'un nombre de mandats doit être limité. Vous pouvez. C'est une position totalement valide et légitime. Il y a de bonnes raisons de le penser. En revanche, il faut voir qu'il y aura des externalités négatives nécessairement. Parce qu'un État en 2025, c'est une machine extrêmement complexe. Alors en fait, les corps politiques ont toujours été des machines complexes. Hein. Il suffit de s'intéresser au Saint-Empire romain germanique pour comprendre très rapidement que ce n'est pas la modernité qui a fait qu'un État était complexe. En revanche, il y a une profondeur, et c'est un tel vertige de savoir tout ce qu'il y a à faire en si peu de temps, que oui, les hommes politiques, non. Donc très très peu de temps. Donc s'ils ne sont pas formés avant, ils ne sont pas formés pendant leur mandat. Et donc nécessairement, des hommes politiques qui ne font pas carrière en politique, c'est des hommes politiques qui seront pas moins compétents, mais qui ne seront pas des professionnels de la politique, donc avec toutes les externalités négatives que ça a. Alors, s'il vous plaît, j'ai encore un mot à dire. Très très vite, parce que... Pourquoi ne pas imaginer, par exemple, non pas de voter pour les hommes politiques, mais que les hommes politiques passent des examens de connaissances pour l'économie, parce que là, on parle, par exemple, vous semblez parfaitement maîtriser votre sujet, et vous êtes un exemple parfait de quelqu'un qui a étudié et qui est capable de nous apprendre beaucoup de choses. Par contre, lorsque j'entends des économistes, soi-disant économistes, qui soient de gauche ou de droite d'ailleurs,
nous expliquer l'économie, alors là, on comprend clairement qu'ils n'ont rien compris. Rien. Il n'y en a pas un aujourd'hui qui est capable d'expliquer véritablement ce que la France est en train de traverser. Et on a derrière nous des gens qui sont morts pour ça. Donc j'estime aujourd'hui que la France mérite beaucoup mieux que ce bazar dans lequel on vit. Voilà. Alors, juste répondre sur les examens. En fait, ce que vous proposez, c'est un système mandarinal impérial chinois. Non, pas du tout. Non. Laissez-moi finir. Donc, pourquoi? Non, mais vous avez le droit de le défendre. C'est pas une infamie, c'est pas infâme. En revanche, c'est un régime aristocratique. C'est le gouvernement des meilleurs. Et tu évalues selon un certain corpus, mais c'est quand même le gouvernement des meilleurs. Ça va pas forcément avec la philosophie confucienne, mais néanmoins c'est ça. Après, on peut très bien verrouiller tout ça par des mandats qui ont une certaine durée, comme des examens repassés, etc. Enfin bref, la politique aujourd'hui en France, à mon avis, c'est fini, c'est terminé et on en crève. Voilà. Mais on n'a jamais terminé avec la politique. D'avoir des scientifiques de l'économie, etc. Je propose qu'on termine là-dessus. Merci Kélian pour cette merci beaucoup.